Bonjour. Réinventer le point de vente et la relation client. En un peu plus de 30 minutes, je vais essayer de vous convaincre de quelques éléments essentiels pour vous aider justement à réinventer ces éléments. Et à défaut d'avoir des solutions miracles à vous présenter, on va regarder dans un premier temps toutes les menaces qui pèsent sur les points de vente. Je vais relativiser très fortement la menace très surdimensionnée du e-commerce. Dans un deuxième temps, on va regarder le profil économique des clients français, des consommateurs français, qui est un élément très important pour vous guider dans la reconstruction, la reconquête de vos clientèles utiles. Et enfin, nous regarderons quelques éléments concrets de ce que je recommande pour séduire les consommateurs d'aujourd'hui. C'était vrai avant le confinement, ça sera vrai après, certainement avec encore plus d'importance. L'hyperconcurrence va se déchaîner. Je pense qu'on assiste depuis quelques années chez les consommateurs à une vague que je nommerais anti-commerce, que j'attribue à l'excès de promesses économiques faites par le commerce et la grande distribution, à une clientèle qui a les moyens et qui souhaiterait plus de considération, plus de relations personnalisées, plus de reconnaissance. C'est sur cet axe qu'il va falloir travailler. Après le 11 mai, que va-t-il se passer? Celui qui dit qui sait, il est quand même un petit peu prétentieux. En réalité, les tendances actuelles des besoins des consommateurs vont-elles s'accélérer, s'intensifier, ou va-t-on changer de direction? Dans tous les cas, il est clair qu'il va falloir donner toujours plus de sens à notre clientèle pour qu'elle achète chez nous. Il va falloir pour cela donner plus de reconnaissance, être d'une relation plus personnalisée et réinventer le contexte et l'accueil du magasin, sa disposition. Nous y reviendrons. En réalité, ceux qui ont les moyens d'acheter, aujourd'hui, ils préfèrent épargner et il se peut que ça continue. Alors pourquoi ils recherchent l'épargne? Parce qu'il manque de sens dans l'offre commerciale qu'il aurait faite et ils recherchent justement des circuits plus spécialisés, plus spécialistes, les producteurs par exemple, plus écologiques. La relation entre particuliers, les échanges entre particuliers participent à cette idée. Heureusement, le consommateur français n'a pas basculé vers l'achat en ligne. Alors pourquoi il n'a pas basculé vers l'achat en ligne? Je pense que le e-commerce a reproduit le péché ou les péchés originels de la grande distribution, c'est-à-dire une offre commerciale pléthorique, presque du harcèlement commercial, beaucoup d'offres économiques. Par exemple, quand les gens découvrent la facilité qu'ils ont à se faire reprendre une livraison d'achat de e-commerce, quand ils voient comment ils peuvent éviter de payer les frais de port parce qu'au dernier moment, ils ne valident pas le panier et qu'on va les rappeler derrière pour leur offrir ce frais de port, ben, les questions que se posent les consommateurs adultes, c'est quel est le véritable prix, quelle est la véritable valeur du produit que j'achète. Et c'est à ce moment-là que la clientèle perd le sens de son achat. 20 ans d'attaques contre le point de vente. C'est quoi ces attaques? Alors tout d'abord, on nous fait peur en permanence. Le pic de la peur, c'est le 31 décembre 2019, on nous dit 100 milliards réalisés par le e-commerce. On a eu la déréglementation des promotions commerciales depuis bien longtemps. Les soldes ont été ringardisés par les ventes privées qui ont été inventées par le e-commerce, mais qui sont très, très nombreuses. La vente à perte, les levées de fonds font qu'en permanence, les sociétés qui ont tenu le coup dans les pure players ont été financées donc à perte. Le terrorisme, ensuite les gilets jaunes, les grèves, ça fait au moins 3 ans ou 4 ans que tout est fait chaque hiver
pour limiter l'accès aux points de vente physiques. Et malgré tout cela, le point de vente a résisté. Je dirais que c'est un miracle. Mais là, avec le confinement, l'épidémie que nous connaissons, on a porté le coup de grâce. On a clairement interdit le monde économique en face à face. Quelles seront les séquelles? À chacun d'imaginer. En tout cas, moi, mon message, c'est de dire que la résistance du point de vente va prendre encore une autre dimension et qu'il sera encore plus vital d'être performant dans son offre de services et la satisfaction de la clientèle. Depuis 10 ans, je me bats pour relativiser l'épouvantail du e-commerce. Agité, cet épouvantail est agité de toutes parts. Et cela empêche les distributeurs et les commerçants de se remettre en cause sur leurs propres faiblesses, leur manque et leur immobilisme. Au lieu de se remettre en cause, c'est tellement plus facile d'avoir un bouc émissaire et un alibi pour expliquer ces difficultés. Dans les magasins, quand les vendeurs ne font pas leur objectif, ils disent au chef écoutez, on n'y arrive pas parce que avec Internet, les gens nous disent qu'on est trop cher. Enfin, les gens nous disent c'est 1 sur 10 et souvent 1 sur 20. On est trop cher, c'est toujours sans compter les frais de port ni les mêmes garanties. Et ces 1 sur 10 ou 1 sur 20 qui ont vu des prix moins chers ont quand même pris leur voiture, se sont garés sur le parking, ont poussé la porte du magasin, ont interpellé un vendeur, ont découvert que le vendeur était plutôt d'accord avec l'idée qu'il était plus cher. En fait, il n'en sait rien. Et malgré tout, 50% après ce parcours de mécontentement achètent dans le magasin. Alors vous me direz, il y en a quand même 50% peut-être qui repartent. Et là, je vous le dis, suivez-les. Ils repartent, mais croyez-vous qu'ils vont acheter en ligne? Non. Ils font quelques mètres, centaines de mètres, et ils vont acheter dans la même rue ou dans le même centre commercial, dans un autre magasin exactement du même type. Regardons vite le tableau des chiffres. Sur 100 milliards de e-commerce, 60 milliards, ce sont des voyages, de la billetterie, des abonnements Netflix, etc. etc. Tout service acheté à distance. Pourquoi nous présenter ce chiffre et appeler cela le e-commerce? Pour nous faire peur, pour faire du spectaculaire, pour nous faire investir notre communication en digital? À qui profite le crime? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. En fait, pour nous qui sommes dans le monde réel et le commerce de détail, c'est quoi la situation? Sur ces 100 milliards, seulement 40 milliards concernent des transactions qui concurrencent le commerce de détail. Quand on regarde de plus près, c'est plutôt 30 milliards, car on met dedans les chiffres des drives alimentaires, mais ce n'est pas de la vente à distance. C'est une commande qui contourne la caissière, mais c'est bien un magasin avec des murs bien réels. Dans les 30 milliards, la moitié est faite par des magasins physiques qui vous proposent des achats en ligne. Vous rentrez chez Decathlon, par exemple, vous testez un tapis de course et au lieu de repartir avec, comme c'était le cas il y a quelques années, on vous propose, on vous dit qu'il n'est pas sur place et vous le payez avec votre carte bleue et il vous sera livré chez vous. C'est de l'achat en ligne. Quand on a des petits pieds, ce qui est mon cas, et qu'on chausse du 39, et qu'en plus on a chez Vente Ciblée, on ne vend pas assez cher, je suis obligé d'aller acheter mes chaussures chez Zara. Et quand je demande du 39 chez Zara, on me dit ah monsieur, désolé, des 39 et des 45, on en vend très peu, donc on n'en a pas en stock, mais par contre, ce modèle que vous avez vu en 40, vous pouvez l'essayer, vous pouvez le commander et vous l'aurez en ligne. Eh bien, ce chiffre d'affaires, il est lié à la présence de ce magasin Zara près de chez moi. Sinon, je n'aurais pas acheté en ligne ce produit. Et les autres, les fameux pure players, après 25 ans, c'est combien? C'est 15 milliards sur les 400 milliards du commerce de détail. C'est moins de 4% du commerce de détail, moins que la vente par correspondance à l'époque de nos grands-mères.
et juste un peu plus que l'économie collaborative des produits d'occasion, euh, en dehors de l'auto bien sûr, et que l'on trouve sur le Bon Coin, dans les vides-greniers, etc. Et que le commerce devrait beaucoup, beaucoup plus se méfier de cette évasion et de cette concurrence vers un achat qui prend du sens, celui entre particuliers. Alors, 25 ans de e-commerce, tout ça pour ça. Si ça n'est pas la preuve que le e-commerce n'est pas notre première menace, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Alors en plus, pour me convaincre encore du fait que les Français n'aiment pas acheter sur le web et qu'ils adorent toujours les magasins physiques, je regarde le type de produits qui sont achetés en ligne et ceux qui le sont peu. Comme par hasard, ceux qui sont beaucoup achetés en ligne sont plutôt des achats contraintes, sur la droite de ma présentation, et ceux qui restent en magasin sont plutôt des achats plaisir. Là aussi, sur la gauche, vous pouvez en voir la liste. Prenons l'exemple du livre. Il est évident que Jeff Bezos, quand il a créé Amazon lorsqu'il était étudiant, il s'est posé la question de savoir quel type de produit il pourrait vendre en priorité sur Internet, et il est tombé évidemment sur le livre car il a réalisé que le point de vente physique ne pouvait satisfaire le marché parce que, à cause des limites dans le choix et dans la disponibilité des produits. Et ensuite, il a enchaîné la musique. Pour les drives alimentaires, il y a beaucoup plus de couches bébés et de papier hygiénique que d'achats de produits de beauté ou de caviar. Peut-être le plus important, c'est l'électronique et produits informatiques. On est à 30%, plus de 30% des achats sont faits en ligne. Alors on imagine que le fait d'acheter un câble d'alimentation est pas très motivant. En plus, le nombre de références qui existent sur le marché font qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver un magasin physique qui puisse répondre à votre besoin. Alors, côté achat plaisir, la gastronomie n'est pas achetée en ligne, ou très peu, les produits frais, etc. Et pour parfumerie beauté, hein, qui seraient des produits qui pourraient voyager, eh bien, il y a aussi un pourcentage très faible d'achats en ligne. L'enjeu du commerce, donc, c'est d'être capable, dans les mois et les années à venir, d'entretenir du plaisir pour l'achat physique. Alors comment s'assurer d'entretenir cette ambiance d'achat plaisir? Eh bien, je conseille déjà de découper le parcours d'achat, les premiers contacts, l'argumentation, le choix, la négociation, la commande, le paiement, l'installation, l'entretien, la livraison, l'entretien de la relation et jusqu'au réachat. C'est ce découpage du parcours d'achat qui doit nous inciter à tout ce qui est identifié comme moment plaisir doit être plus humain, plus personnalisé. Et tout ce qui est contrainte, effectivement, on peut le digitaliser, voire l'automatiser. Chez Vente Ciblée, on est à votre disposition en fonction de la spécificité de chacun de vos métiers pour vous aider à découper ce parcours d'achat et rendre plus séduisant certaines étapes de ce parcours. Le e-commerce n'est pas la menace la plus forte contre le commerce physique. Au contraire, l'outil Internet est un gros plus pour le parcours client en magasin physique. Pour les enseignes ou les concessions qui savent l'utiliser intelligemment, avec bon sens et élégance, c'est un excellent outil. Internet est pour le magasin un magnifique vendeur virtuel lorsqu'il vient compléter le rôle du vendeur physique bien sûr. Pour le magasin, le virtuel et le réel ne s'opposent pas, ils se complètent. En revanche, j'ai toujours pensé que la menace mortelle pour un distributeur vient et viendra toujours d'un concurrent distributeur de même type, dans la même rue ou dans la même zone commerciale. Le premier combat du commerce est celui-là, faire mieux que son concurrent direct. Celui qui gagnera par la fidélisation et la conquête des clients à fort potentiel d'achat. Celui qui loupe sa fidélisation et sa conquête des bons clients est condamné à perdre des parts de marché.
Les Français passent 12 heures par mois en visite de point de vente et 45 minutes par mois pour acheter sur le web. Il va falloir tout faire pour conserver cet écart. Pour réinventer le magasin, il faudra savoir redonner du sens à l'achat dans votre commerce. Prenons l'exemple des stations-service dans laquelle il n'y a plus de toilettes. Il faut enlever le mot service. Et il faut absolument que les commerces et la distribution tiennent la promesse de ce qu'ils affichent. Bien sûr, il faut donner un minimum de conseils et d'expertise. La formation concurrentielle sur le web est essentielle pour tous les collaborateurs, les commerciaux, pour pouvoir répondre à tout ce qui se passe sur votre marché et qui sont diffusés sur le web et sur lequel vous devez être expert pour répondre à ces questions. En général, ça donne de la confiance en soi parce qu'on découvre que la réalité comparative est souvent pas si mauvaise que ça pour votre activité. Il faut donner de la reconnaissance client. J'ai écrit une vraie reconnaissance client. Vous ne l'obtiendrez pas avec une carte de fidélité. La carte de fidélité, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais ça fait partie du package, des acquis de l'offre de services et de prix du commerce. Il faut savoir donner plus personnalisé encore. Bien sûr, il faut tenir la promesse en matière de savoir-faire, de justification du prix. L'accessibilité, c'est essentiel. Je vais insister sur ce point. Il est primordial d'élargir l'accessibilité au commerce et à la distribution physique. Entre midi et deux, évidemment, des nocturnes, je dirais, ce serait très opportun de temps en temps. Le dimanche, c'est un sujet légal que vous connaissez. Et surtout, également, le lieu de vente doit être un lieu de vie où les hypermarchés et les magasins de meubles, par exemple, sont restés les mêmes que dans les années 80, aucune évolution fondamentale à mon sens, et ça pénalise énormément. Les boulangeries, elles, des années 80 n'existent plus, celles où on faisait la porte faisait ding ding, quand on ouvrait on achetait un peu de pain et des pains au chocolat. Aujourd'hui, on va déjeuner dans une boulangerie, on achète des boissons, on boit du café, et c'est ça que doivent faire réimaginer tous les commerçants et tous les distributeurs. Enfin, imaginez des ventes déportées chez le client, au domicile des clients, sur leur lieu de travail. J'ai toujours pensé que l'automobile devait envoyer ses commerciaux sur place, chez les clients. Et peut-être reverra-t-on des camions-magasins sillonner les quartiers et les villages comme c'était le cas à l'époque de mon enfance. En complément des offres de prix, choisissez parmi ces 7 bénéfices pour argumenter vos offres. Je ne vais pas les développer ici, mais notez bien ces alternatives. Nous devons ensemble mettre en avant le bénéfice le mieux adapté à votre activité. Offrir des gains de temps, des efforts moindres pour l'installation, un petit ours offert sans obligation d'achat pour faire revenir les familles, ça fera forcément du trafic. Et oublions l'expression portes ouvertes après le Covid-19. De mon côté, cela fait 10 ans que je militais contre cette expression qui est la promesse inverse de ce que les consommateurs recherchent. Les clients veulent plus de reconnaissance individuelle, plus de traitement personnalisé. L'avant-première ou la vente privée, oui bien sûr, mais il faut que ça ressemble encore plus à une relation exclusive. Pour les biens d'équipement en particulier, y compris l'optique par exemple, la notion de rencontre personnalisée me semble pertinente comme interpellation commerciale. Et les actions coup de poing sur 2 ou 3 jours, à mon avis, ce n'est plus à l'ordre du jour pour l'instant. Il faut savoir proposer un contact commercial mieux planifié, sur rendez-vous, presque isolé, et donc prévoir d'organiser des opérations commerciales plus étalées dans le temps. La consommation est en fait l'enfant pauvre de la navigation Internet. Même si quand je parle avec des commerçants ou distributeurs, ils me disent « Ah, vous savez, c'est un peu foutu pour nous, nos clients sont tous sur Internet ».
Quelle est cette réalité? Pour les Français, devant la télé, c'est 4 heures par jour en moyenne. Sur Internet, 4 heures par jour, dont 2 heures sur les réseaux sociaux, 2 heures sur le web, mais surtout sur des médias pour gérer leur administratif, les loisirs, YouTube, les streamings, la billetterie, etc. Et finalement, combien sur les sujets de consommation? On peut difficilement savoir exactement, mais estimer que ça représente 12 minutes par jour, pas plus, 12 minutes. De la même façon, l'usage des applis des enseignes ne décolle pas. Ces chiffres, bien sûr, sont des moyennes, aucun Français ne correspond à la moyenne. Il y a encore des papys addicts à la télé, des jeunes addicts aux réseaux sociaux et des acheteurs en ligne compulsifs. Mais la moyenne situe l'ampleur de la menace pour la consommation. Bon, vous me direz, il y a quand même la pub. Mais je vous le dis, depuis qu'on peut zapper, elle est supportée et supportable sur la télé. Mais elle est de plus en plus haïe sur le web, à défaut d'être bloquée. Mon exposé n'est pas un exposé politique et ne voyez aucun cynisme dans ce que je vais vous dire. Je vous parle d'une vérité de marché que vos entreprises ne peuvent ignorer. L'ignorer est une faute grave. Certains distributeurs l'ont fait, ils en sont morts. La réalité incontournable, c'est le profil de la clientèle. Il y a les clients qui comptent et les clients qui comptent. C'est la clé du succès des commerçants et des distributeurs que de savoir faire la différence. Alors il ne faut pas se tromper, les clients qui comptent leurs sous présentent un potentiel d'achat malheureusement très faible. Il faut en revanche ne surtout pas manquer la clientèle qui compte pour vous, celle qui peut acheter vos produits et services. L'histogramme est clair, c'est le niveau de revenu annuel réparti par décile. À l'extrême gauche, les 10% de Français les plus pauvres, revenu annuel d'environ 8 000 euros. À droite, les 10% les plus riches, plus de 55 000 euros par an. 80% des Français sur ce tableau apparaissent avec un revenu inférieur à 30 000 euros. La plupart des annonceurs pour lesquels Vente Ciblée travaille ont des produits qui concernent bien moins de 20% des Français. Or, chacun adore communiquer au plus grand nombre. Le ton des messages de communication commerciale est souvent économique et avec peu d'imagination. On dirait que l'on voudrait séduire les pauvres. Mais n'oublions pas que ça peut faire fuir les riches. Cette stratégie de ciblage puissant et élégant de la clientèle qui compte, pour vous, était hyper importante avant le coronavirus. Ce sera, à mon avis, vital après le coronavirus. C'est mon immense conviction. Il ne faudra pas se louper. Il faudra dérouler le tapis rouge à ceux qui ont les moyens de sauver votre business. Le problème du marketing du commerce, c'est qu'il agit trop souvent en réaction et peu en anticipation. Quand on demande au service marketing et à son prestataire Vente Ciblée de pondre une opération en 3 jours, le résultat optimal est difficilement au rendez-vous. On fait ce qu'on peut. Il y a une grosse marge de progression dans nos opérations commerciales à imaginer bien à l'avance des opérations et les servir au fur et à mesure des demandes du terrain. Pour illustrer mon propos, je me suis amusé à estimer l'impact de 2 mois et demi de confinement sur le budget de consommation des ménages. À gauche, chez les ménages modestes, vous avez le poids des dépenses par catégorie. J'ai donc informations qui nous sont données que l'on trouve dans l'INSEE. J'ai comptabilisé 2% d'économie sur le budget transport, moins d'essence à dépenser, 7% sur le budget loisirs. J'ai augmenté en revanche de 4% le budget alimentation, alcool et tabac. Il semble acquis que ces postes-là sont en développement quand on reste bloqué à la maison. Et ainsi que la communication par des nouveaux abonnements chez Disney par exemple, que l'on veut prendre quand on reste à la maison. Les budgets logement, santé et autres sont considérés stables. Je rajoute une économie d'achat évidente en mobilier, habillement, hôtel, restaurant, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'acheter ces produits. Et au global, les pauvres ont économisé 16% de leur budget consommation.
Mais dans le même temps, je considère malheureusement qu'ils ont perdu 25% de leurs revenus. Ils n'ont pas eu de frais, qu'ils ont souvent en revenus, enfin qui rentrent dans leur revenus. Pas eu les tickets resto, la cantine pour les enfants. Pas de maintien de salaire pour le chômage partiel, souvent sur les postes comme les postes faibles, et pas de complément de rémunération au black pour des serveurs par exemple. Je pense que vous avez compris ma logique. Le résultat est clair. Les modestes sont encore plus tirés vers le bas pendant cette crise. Je vous laisserai pointer les autres colonnes et vous allez voir à travers cette logique que le français moyen aura tout de même dans mon tableau donc, un gain supérieur à 1000 euros sur ces 2 mois et demi, pour se faire plaisir, je dirais. Chez les Français aisés, les cadres, les fonctionnaires moyens et hauts, les retraités aisés, ce sera le jackpot. Bon, jackpot forcé, mais jackpot tout de même. Une économie de près de 5000 euros. Pour une fois, il faut exclure les commerçants et professions libérales qui font partie normalement des aisés, mais qui sont parmi les plus gros perdants de ce confinement. Soyons objectifs. Si vous vendez des biens d'équipement de la maison, vous avez réellement une excellente opportunité pour faire plaisir à ses clients ou à ses prospects qui, je dirais, auraient souffert de leur tête-à-tête avec leur canapé et qui auraient envie de changer, qui auraient envie de rénover leur maison, pourquoi pas leur voiture. Si vous avez une clientèle plus modeste, effectivement, ça sera plus difficile. Mais vous avez forcément dans vos gammes, je prends l'exemple d'un hypermarché, intérêt à ne pas revenir en communication sur des produits basiques, les conserves, je pense que tout le monde en a assez. Et en revanche, vous pouvez proposer du non alimentaire en offre promotionnelle dès le mois de mai, juin, juillet, qui seront des produits de sortie de crise qui trouveront certainement preneurs. Maintenant, un peu de concret sur la méthode des premières invitations. Je me suis permis de nous conseiller une structure de message. Déjà, le concept des opérations de réouverture, j'ai mis un certain nombre de phrases, mais heureux de nous retrouver, heureux de vous faire plaisir. C'est vraiment le moment de se faire plaisir, c'est vraiment le moment de profiter, etc. Faites-vous plaisir, changez votre taux. Ensuite, sur les structures de messages, courrier, email ou appel téléphonique, structure habituelle pour le début, on ne fait pas référence à la crise, on annonce la réouverture sans autre commentaire, on réargumente ce qu'on devrait faire chaque fois, la valeur ajoutée de notre commerce, et bien sûr une offre spéciale. On ne va pas réinviter les gens à nous rendre visite sans faire une offre. Et cette offre, plus elle sera percutante, mieux ce sera. Et sur un deuxième plan, je dis bien un deuxième plan, parce qu'il ne faut pas trop stresser avec cette affaire, il faut quand même se faire plaisir, réassurer en indiquant les mesures le dispositif de sécurité qu'on a pris dans son établissement. Donc j'ai cité les rendez-vous personnalisés, nombre limité de clients en même temps dans le magasin, distance à respecter au niveau des caisses, gel hydroalcoolique à disposition à l'entrée, à la sortie, des masques chirurgicaux à disposition, si on peut donc les offrir bien sûr, ça fait un petit objet de trafic. Et ensuite des gants, toutes ces mesures seront précisées à l'entrée du magasin. J'insiste, quel que soit le dispositif que vous utilisez chez vous, je conseille vivement à l'entrée du magasin d'avoir soit un vigile, mais encore mieux, une hôtesse ou un hôte, un garçon, pour expliquer en quoi, voire remettre un petit document qui liste toutes les mesures, les nouvelles mesures de protection qui existent dans votre commerce quand on achète. Et voilà, ça donnera donc un aspect tout à fait indispensable, je crois, pour marquer la sécurité. Cette mesure à l'entrée me semble indispensable comme on l'avait fait pour la crise du terrorisme. En conclusion, je vous livre mon expérience de
de vieux monsieur du marketing, du Nilevert et du commerce. L'histoire récente de l'humanité a été balayée sans cesse d'événements extraordinaires. Les guerres, les crises, les maladies, la technologie, les mœurs. Mais sur l'ensemble de la planète, les valeurs des familles ont très peu changé. C'est un éternel retour aux sources. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le héros de Retour vers le futur pour illustrer cette slide. Alors c'est quoi ces valeurs? En premier, partout, de manière universelle, assurer le bonheur des enfants. 2, afficher une image sociale valorisante. C'est de toutes les époques et sur toute la planète. Et se sentir bien. Look good, feel good, disent les anglo-saxons, notamment sur le marketing du textile. Dans toutes les promesses que vous devez faire, si vous touchez une de ces 3 valeurs, vous ne vous tromperez pas. Le client doit croire en votre sincérité. Et c'est tout l'enjeu du discours et surtout du comportement commercial, d'afficher et d'assumer une vraie sincérité pour vendre vos produits et vos services. Les clients historiques de vente ciblée sont habitués à ce type de démarche que j'appellerais un peu tapis rouge. Lors d'événements, nous faisons ce type d'invitation élégante 3-4 fois par an. Donc il y a usage de tous les canaux, le courrier postal, l'email, le SMS, le message téléphoné, l'appel téléphonique. Tout ça doit être orchestré de manière efficace et élégante. C'est tout l'enjeu d'une méthode de communication commerciale personnalisée et efficace. En conclusion, je ne vais pas redire tout ce que j'ai argumenté lors de cette présentation. J'ai simplement affiché des mots et des expressions que je vous lis. Inviter, inventer, inviter, inventer. Donc ça doit nous guider pour la séduction. Faire preuve de lucidité sur son marché. On n'en fait pas assez preuve. L'équipe commerciale du commerce et de la distribution doit être passionnée, beaucoup de cohésion, une ambiance du magasin. Arrêtons de vouloir expliquer que nous sommes les plus forts. Faisons preuve d'humilité dans les produits et les services que nous vendons. Concentrons-nous sur les clients. Faisons pas semblant de nous concentrer avec des process un peu virtuels, mais des process réels qui permettent de donner beaucoup d'attention. Bon, sera ce nouveau visage du commerce avec des masques? Probablement. En tout cas, faites toujours mieux et faites toujours plus, et ça va bien se passer. Bon courage, bonnes affaires.